Famille et les amis de ces 40 000 inconnus ignorent ce qu'ils sont devenus. À Chicago, une famille a cherché en vain son fils disparu pendant 36 ans, avant qu'un lien indestructible, l'ADN, permette enfin de résoudre une affaire jusque-là classée. Chicago, 1978. Par une chaude nuit d'été, Edward Baudion, 22 ans, s'apprête à conduire sa cavalière Carol Wallet à la réception du mariage d'un ami dans le sud de la ville. Il a emprunté la voiture de sa sœur pour la soirée. Il était très responsable et me ramenait toujours la voiture en bon état. Il faisait le plein et nettoyait la voiture avant de me la rendre. Les deux jeunes gens passent une très bonne soirée en compagnie de leurs amis. Si bien qu'ils ne quittent la fête qu'au petit matin. Avait-il dit à quelle heure il rentrerait? Non, il n'avait pas donné d'heure. La soirée avait lieu assez loin de chez nous et je m'étais dit qu'il rentrerait tard. En bon gentleman, Edward reconduit sa cavalière chez ses parents, à seulement quelques kilomètres de chez lui. Lorsqu'Edward la dépose vers 2 heures du matin, Carol a l'impression que le jeune homme espère voir leur amitié évoluer. Mais après un moment de flottement, les deux amis finissent par se souhaiter bonne nuit. Elle est la dernière personne à l'avoir vu vivant. Le lendemain, quand on s'est levé pour aller à l'église, on a découvert qu'il n'était pas rentré. J'ai tout de suite eu un mauvais pressentiment. La mère d'Edouard nous a téléphoné. Elle pleurait et demandait si on avait vu son fils. Une question que la famille d'Edward va se poser pendant très longtemps. 5 mois plus tard, les habitants de Chicago apprennent avec stupeur que d'autres jeunes hommes ont eux aussi disparu, victimes d'un tueur en série. Cet homme était un véritable monstre. Peu de gens l'ont oublié. Son nom, John Wayne Gacy. En décembre 1978, Phil Betiker a travaillé sur l'affaire Gacy. Au début de l'enquête, on pensait avoir affaire à 4, 5, peut-être 6 victimes. Mais quand on a interrogé Gacy et qu'il s'est mis à parler, on a compris qu'il y en avait au moins une vingtaine. Au moment de son procès, de sa condamnation et de son exécution, le nombre total de ses victimes s'élevait à 33 jeunes hommes de la région de Chicago. Il n'a jamais dit pourquoi il avait commis ces crimes. Il disait même qu'il ne les avait pas vraiment tués, mais qu'ils s'étaient eux-mêmes donné la mort. En réalité, Gacy a violé et étranglé la plupart de ses victimes. Il s'est débarrassé de certains corps dans la rivière des Plaines, mais en a enterré la majorité dans un vide sanitaire situé sous sa maison. C'était un sociopathe, mais il savait exactement ce qu'il faisait. John Gacy repérait ses victimes, des adolescents et des jeunes hommes, de plusieurs manières. Il en a enlevé certains dans la rue, en se faisant passer pour un policier. Il possédait une entreprise de bâtiment et proposait du travail à ces jeunes hommes en leur disant qu'il les paierait en liquide. Certains de ces garçons étaient probablement des prostituées. Bien que l'idée soit insupportable à envisager, la famille Baudion ne peut s'empêcher de se demander si Edward, disparu depuis 5 mois, n'aurait pas croisé la route du tueur. Au moment de l'affaire Gacy, la famille Baudion est venue trouver la police en disant qu'il était possible qu'Edward fasse partie des victimes. Ce n'est que 30 ans après que la famille pourra enfin tester sa théorie. En effet, en 2011, le bureau du shérif du comté de Cook découvre qu'une partie de l'affaire Gacy n'a jamais été élucidée. 8 des jeunes hommes tués par Gacy n'avaient jamais été identifiés.
La plupart des gens n'en savaient rien. Le reste de ces 8 hommes ont été retrouvés sous la maison de Gacy. Mais contrairement aux autres corps découverts, ils n'ont pas pu être identifiés. L'affaire n'était pas terminée. Il restait 8 victimes inconnues. On n'avait pas recours au test ADN à l'époque des meurtres. Peut-être pouvait-on enfin résoudre ce mystère. En 2011, le lieutenant Jason Moran entreprend une nouvelle tentative d'identification des corps. À la fin des années 1970, avant le développement des prélèvements ADN, le meilleur moyen d'identifier des corps inconnus était de comparer leurs mâchoires et leurs dents avec les profils dentaires des personnes portées disparues. On prélevait les mâchoires et on les conservait pour d'éventuelles identifications ou pour d'éventuels compléments d'enquête. En 2011, les mâchoires des 8 inconnus sont exhumées, cette fois dans un autre but. Nous avons pu retrouver la caisse en bois qui contenait les mâchoires supérieures et inférieures des victimes non identifiées. Le lieutenant Moran transporte avec précaution les ossements jusqu'à l'université de North Texas, au centre d'identification humaine. Là, des experts vont tenter d'extraire l'ADN de ces restes vieux de plus de 30 ans, dans l'espoir de le comparer avec celui des familles de disparus. Plus les familles sont nombreuses à fournir un échantillon de leur ADN, plus nous avons de chances d'identifier les personnes décédées et inconnues jusqu'alors. Le shérif Dart adresse un appel national aux familles de jeunes hommes disparus dans les années 70 pour qu'elles se prêtent à des prélèvements ADN. With DNA now, we have so much more that we can do. En particulier si leurs proches se trouvaient à Chicago à l'époque et auraient pu croiser la route de John Wayne Gacy. Parmi les premières personnes à répondre à cet appel, Ruth Rodriguez. Comment avez-vous su que le shérif Dart essayait d'identifier certaines des victimes de Gacy? Un de mes amis l'a vu à la télévision et m'a téléphoné au travail. Je n'en revenais pas. En juillet 1978, le frère de Ruth, Edward, alors âgé de 22 ans, a été vu pour la dernière fois alors qu'il déposait une amie chez ses parents, à moins de 10 km de la maison de John Wayne Gacy. Vous pensiez que sa disparition pouvait être liée à Gacy? En octobre 2011, Ruth Rodriguez et son père, Louis Baudion, contactent le lieutenant Jason Moran du comté de Cook. Ils veulent savoir si leur proche disparu, Edward, pourrait être l'une des 8 victimes non identifiées de John Wayne Gacy. De nombreux éléments correspondaient au profil des victimes de Gacy. Edward était un homme, blanc, âgé de 22 ans. Beaucoup des victimes connues de Gacy avaient à peu près cet âge. Le lieutenant est venu chez nous et mon père et moi lui avons parlé de mon frère et des circonstances de sa disparition. Nous sommes le 22 juillet 1978, la veille du jour où la vie de la famille Baudion va basculer. Edward Baudion, 22 ans, est sur le point d'entrer dans la vie active. Remontons à l'été 1978. Où en était Edward dans la vie? Il venait de sortir diplômé de l'université Loyola. Il devait être fier. Oui. Il était le seul élève de sa classe à avoir déjà obtenu un poste d'enseignant. Il allait enseigner à l'école catholique Saint-Andrew. Quand il vous a dit qu'il voulait devenir professeur, qu'avez-vous répondu? Fonce. Si c'est ce que tu veux faire, va à l'université. Tu n'auras pas besoin de travailler. Je suis là pour ça. Laura Quigley a grandi aux côtés d'Edward dans la chorale des jeunes de la paroisse.
Il venait d'un milieu modeste. Son père et sa mère n'avaient pas eu la chance de faire des études. Il était la première génération à aller à l'université et à obtenir son diplôme. Sa famille était très fière de lui. Vous veniez d'une famille pauvre. Qu'est-ce que cela représentait pour vous d'avoir un fils diplômé? J'étais très fier. Je ne suis pas allé plus loin que l'école primaire. Et j'avais toujours rêvé que mes enfants fassent des études. Pendant ses études à l'université Loyola de Chicago, Edward continue de vivre chez ses parents. Il était très respectueux. S'il savait qu'il allait être en retard, il prévenait toujours mes parents. En particulier s'il était censé rentrer à la maison à une heure bien précise. Ce fameux soir de juillet, Edward explique à sa famille qu'il est invité à la réception de mariage d'un ami. Il m'a demandé s'il pouvait emprunter ma voiture. J'ai dit tant que tu refais le plein et que tu la nettoies. Il s'est donc rendu à cette fête avec ma voiture. Edward est censé rendre la voiture le lendemain. Nous avions prévu de sortir pour fêter mon anniversaire, qui était le 21 juillet. Nous devions nous retrouver chez mes parents, où je devais récupérer ma voiture. Les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Quand vers 10 h le lendemain matin, Ruth arrive chez ses parents, elle découvre qu'Edward n'est pas là, et sa voiture non plus. Leur mère rechigne à téléphoner à l'ami de son fils, pensant que les deux jeunes gens ont peut-être passé la nuit ensemble. J'ai demandé à ma mère le numéro de Carol. Elle a dit que mon frère l'avait déposé chez elle au petit matin, qu'il était très fatigué et avait dit qu'il allait se coucher. J'ai répondu qu'il n'était pas rentré. Les Baudion réagissent rapidement et demandent à la police de Chicago de lancer un avis de recherche. On s'est rendu au commissariat et on a raconté ce qui s'était passé. Le policier a demandé quel âge avait Edward. J'ai dit 22 ans. Le policier a répondu qu'il fallait attendre 72 heures avant de pouvoir parler de disparition. Cela vous a-t-il paru justifié, connaissant Edward? Non, j'ai demandé pourquoi. Il a répondu qu'Edward avait sûrement passé la nuit dans un hôtel avec une femme. Mon père a dit « Je connais mon fils. Ce n'est pas son genre. Ce n'est pas normal. » Les policiers ont répété qu'il fallait attendre 72 heures. Ne pouvant se satisfaire de cette réponse, Ruth a une idée. Je leur ai dit que ma voiture avait été volée. Vous saviez que cela éveillerait leur attention? Oui. Ma logique était que si on retrouvait la voiture, on allait retrouver mon frère. Parce que Ruth avait tourné les choses de cette façon, la police a décidé d'enregistrer le vol de voiture et l'avis de disparition d'Edward. En 2011, quand le lieutenant Moran reprend l'enquête plus de 30 ans après, il comprend la réaction des policiers de l'époque. On doit prendre certaines choses en considération quand on émet un avis de recherche. Est-ce que la personne a pu disparaître volontairement, partir de son plein gré? Y a-t-il des éléments indiquant que cette personne avait prévu de partir? Pour les proches d'Edward, cette théorie n'est pas envisageable. On s'est téléphoné entre membres de la chorale et on était tous d'accord pour dire qu'Edward n'avait pas pu partir de lui-même. Un brillant avenir l'attendait. Il adorait travailler auprès des enfants et se réjouissait de commencer à enseigner. Aucun élément n'indiquait qu'Edward avait pu fuir quelque part. En d'autres mots, c'était une disparition involontaire. Vous avez contacté la police, mais avez-vous aussi distribué des tracts? Oui. J'ai agrafé des affichettes partout où je passais. J'en ai eu des ampoules aux mains. Malheureusement, personne n'a vu Edward. Les 72 heures se transforment en 3 semaines. Quand soudain, l'enquête progresse. À près de 750 km au sud de Chicago, à Caruthersville, la police du Missouri reçoit un appel d'un prêteur sur gage. Un client est venu lui vendre une radio CB. Quelque chose dans l'attitude de l'homme a mis la puce à l'oreille du gérant. La police se précipite sur les lieux et interroge l'homme en question. Un certain Jerry Jackson, âgé de 26 ans.
Les policiers ont remarqué que la voiture que l'homme conduisait n'avait pas de plaque d'immatriculation. L'homme est sommé d'ouvrir le coffre. Lorsque les policiers transmettent le numéro d'immatriculation à leurs collègues, ils comprennent pourquoi Jackson avait tenté de le dissimuler. Le numéro a été entré dans la base de données plutôt rudimentaire de l'époque et la voiture avait été déclarée volée à Chicago. Ils viennent de retrouver la voiture de Ruth Rodriguez, celle-là même qu'Edward conduisait la nuit de sa disparition. La police de Chicago est rapidement alertée et prévient à son tour la sœur d'Edward. Que vous êtes-vous dit? J'ai demandé s'ils avaient retrouvé mon frère. Ils ont répondu non, seulement un certain Jerry Jackson. J'ai dit ce n'est pas mon frère. Jerry Jackson est un escroc à la petite semaine qui a déjà été condamné pour vol et détention illégale d'armes à feu. Il est immédiatement arrêté pour vol de voiture. Mais où est passé Edward? C'est la question que la police de Chicago veut poser à Jerry. Il a été extradé de l'État du Missouri vers Chicago. Jerry explique aux enquêteurs que 3 semaines auparavant, tard dans la nuit, il marchait sur Lower Walker Drive, près de la rivière, dans le centre de Chicago, quand il aurait trouvé la voiture ouverte, avec les clés sur le contact et personne à l'intérieur. Dans la voiture, il dit avoir trouvé la veste d'un homme et un portefeuille dont il s'est emparé. C'est le genre d'histoire que racontent toujours les voleurs. À l'époque, la police de Chicago n'en a pas cru un mot. Selon Jerry, il a ensuite roulé jusqu'à son appartement dans le sud de la ville. Là, sa femme lui aurait dit « Il faut qu'on aille à Caruthersville. Ta mère vient de mourir. » Le couple est parti pour le Missouri à bord de la voiture de Ruth le jour même. Jerry a utilisé la carte de crédit trouvée dans le portefeuille pour faire le plein d'essence. Le nom sur la carte, Edward Bodion. La société de cartes de crédit nous a transmis les reçus de la carte d'Edward. La plupart n'étaient pas signés, ou alors une signature avait été griffonnée et ne ressemblait ni de loin ni de près à celle de mon frère. Les policiers trouvent la version de Jerry peu crédible, alors ce dernier en change, expliquant qu'un ami lui a donné la voiture, mais qu'il ne sait pas où cet ami se l'est procurée, ni ce qui est arrivé à Edward. Dans le même temps, la police de Chicago informe Ruth, la sœur d'Edward, qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'effectifs pour ramener et Jerry Jackson et sa voiture depuis le Missouri. Vous êtes allé dans le Missouri Récupérer ma voiture. et vous avez découvert des choses à l'intérieur? J'y ai trouvé le portefeuille de Jerry Jackson, ainsi qu'une balle dans la boîte à gants. Je ne possédais pas d'armes, et mon frère non plus. Alors, d'où venait cette balle? Depuis 1978, la famille Bodion cherche désespérément à savoir ce qui est arrivé à leurs fils et frères disparus. Difficile d'imaginer la torture que représente une si longue attente. Saura-t-elle jamais ce qu'est devenu Edward? À Chicago, Jerry Jackson ne fournit pas beaucoup d'informations aux policiers et Edward est toujours porté disparu. Il n'existe aucune preuve concrète que le jeune homme soit décédé ou que Jackson lui ait fait du mal. Malgré leurs soupçons, les policiers sont dans l'impasse. Quand vous avez appris que Jackson n'était poursuivi que pour vol de voiture, quelle a été votre réaction? J'étais très en colère. Sa caution ne s'élevait qu'à 100 $. Réalisant que l'unique suspect dans la disparition d'Edward est sur le point d'être libéré,
Ruth dépose une plainte auprès du procureur du comté de Cook. J'ai dit, vous vous focalisez sur la voiture, moi je veux qu'on recentre l'affaire sur mon frère. Grâce à cette conversation, ils ont fait machine arrière et ont augmenté le montant de sa caution. La caution est désormais 20 fois plus élevée et Jackson est poursuivi pour vol avec effraction. Le suspect sous les verrous, les enquêteurs décident d'utiliser une autre stratégie pour le faire parler. Il m'avait dit dès le début que Jerry Jackson était un menteur chronique. On lui a proposé de passer au détecteur de mensonges. Jackson commet l'imprudence d'accepter. La police a relevé des mensonges dans ses réponses. Jackson a donc échoué au test. Les policiers mettent Jackson face à ses contradictions. L'homme livre alors une nouvelle version de l'histoire. Sa déclaration a été enregistrée par un greffier en présence du procureur de l'État et d'un lieutenant de police. Jackson raconte qu'il a rencontré le conducteur de la voiture alors qu'il marchait dans le centre-ville de Chicago. Le chauffeur l'a pris en stop, mais les deux hommes se sont disputés. Jackson a frappé Edward Bodion et a laissé ce dernier sans connaissance, non loin de l'autoroute 55, avant de partir avec sa voiture. Dit-il la vérité cette fois? Il n'y a qu'un moyen d'en être certain. Les policiers se sont mis à la recherche du corps d'Edward. Ils commencent par draguer la rivière Chicago dans le centre-ville, là où Jackson dit avoir rencontré Edward. C'était cohérent puisque dans le passé, de nombreux corps avaient été jetés à cet endroit. N'ayant trouvé aucune trace d'Edward, la police continue ses investigations. Des hélicoptères ont sillonné la zone le long de l'autoroute 55. Les enquêteurs demandent à la famille d'Edward une de ses chaussures afin que les chiens policiers puissent pister sa trace dans la zone indiquée par Jackson. Là encore, c'est un échec. Jackson a accepté de les accompagner pour leur montrer où il avait laissé Edward. Vous ont-ils parlé de cette partie de l'enquête? Jackson a-t-il donné des informations pouvant mener à votre frère? Il répétait toujours qu'il faisait sombre et qu'il ne se souvenait pas de l'endroit exact. Selon Jackson, parce qu'il faisait nuit et qu'il avait peur, il ne se souvenait plus du chemin qu'il avait emprunté. La police a fait des recherches avec des chiens, mais c'était une zone vaste et très boisée, entrecoupée de petites routes. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Les policiers espéraient conduire Jackson une seconde fois sur les lieux. Mais entre-temps, son avocat commis d'office le lui a interdit. Il n'avait plus le droit de parler et la police ne pouvait plus lui poser de questions. Vous vous doutez que beaucoup de gens, en entendant cela, vont avoir du mal à le croire. Jackson a quand même dit à la police où il avait abandonné le corps de votre frère. La police n'a pas pu localiser le corps d'Edward à l'époque des aveux de Jerry Jackson. Pour la famille Bodion, la suite des événements est un véritable calvaire. Jerry Jackson a finalement été poursuivi pour vol de voiture avec effraction. À l'époque, pensiez-vous qu'il avait joué un rôle dans la disparition d'Edward? Oui, bien sûr. Il était en possession de sa voiture et il avait admis avoir laissé Edward inconscient au bord de l'autoroute. La police nous a dit il n'y a pas de corps. Je me suis senti impuissant. On n'avait aucune considération pour mon fils. J'avais l'impression que personne ne s'en préoccupait. Je ne savais plus quoi faire. En échange d'un arrangement, Jerry Jackson accepte de plaider coupable de vol de voiture, détention de voiture volée et vol avec effraction. Il est condamné à 4 ans de prison, mais obtiendra la liberté conditionnelle après n'en avoir purgé que 2. Personne n'avait été poursuivi pour le meurtre d'Edward. Et il était toujours porté disparu. La famille avait besoin de réponses. Les Bodion n'attendront pas longtemps avant qu'une autre piste soit envisagée.
celle de John Wayne Gacy. Police have found at last count 27 bodies buried under his house and garage and 2 more in a nearby river. Les atrocités commises par Gacy font la une de tous les journaux américains. Ils se sont dit que Jerry Jackson était peut-être fou, que Gacy était peut-être le coupable. Edward fait-il partie des 8 corps non identifiés retrouvés dans le vide sanitaire sous la maison du tueur en série? Pendant plus de 30 ans, la famille Baudion s'est battue pour savoir ce qui était arrivé à son fils. Elle a vécu rongée par l'attente et les questions laissées sans réponse. Pendant toutes ces années, vous n'avez pas déménagé ou changé de numéro, au cas où. Je n'aurais déménagé pour rien au monde. Tout le monde nous disait de partir. Ma femme répondait toujours « Non, on ne bougera pas d'ici ». Elle pensait qu'Edouard avait peut-être reçu un coup sur la tête et souffrait d'amnésie. J'ai toujours pensé qu'il rentrerait à la maison, que j'ouvrirais la porte et qu'il serait là, qu'on serait fâché contre lui, mais tellement heureux de le voir. Sa chambre est restée en l'état pendant des années. On n'a touché à rien. Ça a dû être très dur de passer devant cette chambre tous les jours. La porte restait fermée. La porte restait toujours fermée. Quand je regardais les cadres avec des photos de lui, c'était très dur. Je travaillais encore, j'avais un poste de responsable. Mais je me suis mis à boire. Ça a été très dur. Un matin, ma mère s'est réveillée avec une longue mèche de cheveux blancs à cause du souci qu'elle se faisait. Elle a même remis sa foi en question. C'était terrible. Sa mère a vieilli en l'espace d'une seule nuit. Elle ne s'est jamais remise de sa disparition. La mère d'Edouard est décédée en 2001 sans avoir jamais su ce qui était arrivé à son fils. Monsieur Baudion a commencé à se dire qu'il allait mourir sans savoir ce qu'il était advenu de son fils. Ruth et son père vont pourtant reprendre espoir en apprenant les surprenantes avancées dues aux efforts du lieutenant Moran pour identifier les 8 victimes inconnues de John Wayne Gacy. Vous saviez que les prélèvements ADN d'une autre famille avaient permis l'identification d'un corps? Oui. En novembre 2011, la première des 8 victimes inconnues de John Wayne Gacy est identifiée grâce à une comparaison avec l'ADN de sa famille. Que vous a dit cette famille? Que si elle n'avait pas fait ce test ADN, elle n'aurait jamais su la vérité. C'était la première famille à procéder au test. Nous avons été la deuxième. William George Bundy n'avait que 19 ans lors de sa disparition en 1976. Il venait de commencer à travailler dans le bâtiment dans la région de Chicago. When that happened and I found out that Gacy was a contractor, I just knew it. Certaines familles, persuadées que leurs proches disparus avaient été victimes du tueur en série, sont stupéfaites d'apprendre qu'ils sont toujours en vie. C'est le cas d'Harold Wayne Lavelle. Your worst dreams about him being a victim of this monster, it didn't happen. Des bijoux appartenant à Lavelle avaient pourtant été retrouvés dans la maison de Gacy. Mais le lieutenant Moran a fini par localiser Lavelle en Floride, vivant et en bonne santé. Nous avons retrouvé 5 personnes qui étaient portées disparues depuis une trentaine d'années. En novembre 2011, c'est au tour de la famille Baudion de recevoir les résultats des tests ADN. Il ne tenait pas en place. Les résultats étaient prêts. Ils nous ont demandé à mon père et moi de rester calmes et de ne pas dire un mot. L'ADN de Ruth et de son père ont été directement comparés avec celui des corps non identifiés retrouvés chez John Wayne Gacy. On vous a donné les résultats des tests. Oui. Edward n'avait pas été tué par John Wayne Gacy. Qu'avez-vous ressenti en apprenant la nouvelle? On ne l'avait pas retrouvé. Mais on n'avait plus à imaginer le pire. On savait qu'il n'était pas une des victimes de Gacy.
Certains s'imaginent que les lunettes sont chères, mais chez Général d'Optique, nous nous battons pour vous donner accès à des lunettes de qualité sans reste à charge. Et en ce moment, l'examen de votre vue est offert. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. Dispositif médical. Envie d'un look frais et naturel? Si facile avec la bébé crème de L'Oréal Paris. Des pigments micro-encapsulés qui se transforment au contact de la peau. 24 heures d'hydratation pour une peau nue parfaite comme par magie. Alors bébé or not bébé. Bébé c'est magique, la bébé crème de L'Oréal Paris. Vous le valez bien. Saviez-vous qu'une personne sur deux souffre de mauvaise haleine? Serait-ce toi? 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 Tiens, tu sembles bien sûr de toi. Les bains de bouche habituels ne font que masquer la mauvaise haleine. CB12 est différent. Il est scientifiquement prouvé que CB12 élimine l'origine de la mauvaise haleine pendant 12 heures. Éliminez l'origine de la mauvaise haleine avec CB12. Mylan. En dépit de plus de 30 ans d'efforts, les Baudion ignorent toujours ce qui est arrivé à Édouard. J'ai dit aux Baudion, comme je le dis toujours à ceux dont je prélève l'ADN, maintenant, votre profil ADN se trouve dans la base de données nationale et sera comparé à celui de tout corps non identifié retrouvé aux États-Unis. Le lieutenant nous a dit que s'il y avait une correspondance, il nous tiendrait immédiatement au courant. Dans le même temps, le lieutenant Moran travaille avec le service de médecine légale du comté de Cook pour corriger une défaillance dans le traitement des restes non identifiés. Peu de temps après qu'on ait confié un corps au médecin légiste, son ADN aurait dû être prélevé. Malheureusement, cette procédure n'a pas été respectée et certains corps n'ont ainsi pas pu être identifiés. En 2013, le lieutenant Moran décide de régler le problème en collaboration avec le service de médecine légale. Afin de procéder à des tests ADN, nous avons recensé tous les restes conservés au service. Parmi ces restes, des parties de squelettes rangées là 5 ans auparavant avant d'être oubliées. En étudiant leur provenance, le lieutenant Moran découvre une histoire plutôt étrange. Printemps 2008. Jérémy Bitterman, 22 ans, se promène avec ses sœurs dans la forêt, près de la maison familiale à Limont, dans la banlieue de Chicago. C'est là qu'on a grandi. Enfant, je passais mon temps dans les bois à construire des cabanes et à suivre des traces d'animaux. C'était mon terrain de jeu. Ce jour-là, quelque chose dans la végétation attire l'attention de Jérémy. C'était dans une zone très dense, quasi impraticable. J'ai eu du mal à m'y frayer un chemin. Le jeune homme pense qu'il s'agit du squelette d'un cerf ou d'un autre animal. J'ai vu un os qui affleurait à 15 cm du sol à un angle de 30 degrés. Je me suis penché, je l'ai sorti de terre et un pantalon, une chaussette et une chaussure ont suivi. Quand j'ai soulevé la chaussure, j'ai entendu les os du pied s'entrechoquer. C'était horrible. Jérémy prévient son père, puis les secours, bien que la situation ne semble pas relever des urgences. On voyait que le corps était là depuis un moment. Le tissu, le style du pantalon et des chaussures, l'état du squelette. Les os étaient rongés par les algues. Ça ne datait pas d'hier. Il y a une chose que Jérémy et ses sœurs ignorent à propos de la forêt où ils ont grandi. L'endroit où les restes ont été retrouvés était un lieu où depuis longtemps on disait que la mafia avait l'habitude de se débarrasser de cadavres. D'autres corps identifiés et non identifiés avaient été retrouvés dans cette zone au cours des décennies précédentes. Je me suis rendu sur les lieux. J'en garde un souvenir très marquant. On a retrouvé une grande partie des jambes et des bras. L'usure des vêtements montrait qu'ils étaient là depuis un moment. Mais on arrivait à reconnaître un costume, plutôt démodé, qui rappelait le style des années 1970. Un élément central manque cependant aux enquêteurs. Nous n'avons pas retrouvé le crâne du squelette. Les mâchoires, les dents et le crâne, ce sont des éléments précieux pour déterminer la cause de la mort.
Néanmoins, le lieu où a été retrouvé le corps pourrait constituer un indice à lui seul. L'endroit se trouve à proximité d'un axe routier. C'est une zone plutôt isolée à laquelle on peut accéder en voiture pour, comme la mafia le faisait, y déposer des corps. Jérémy serait-il tombé sur la victime d'un règlement de compte? Les os sont envoyés au laboratoire où les restes des victimes de John Wayne Gacy ont été analysés. Une découverte surprenante attend les légistes. En février 2014, c'est dans le cadre de la disparition d'Edward Baudion, remontant à 36 ans en arrière, que le lieutenant Jason Moran et un autre policier du comté de Cook se rendent chez la famille Baudion pour lui annoncer une incroyable nouvelle. Ils ont dit « on a retrouvé Edward ». Malheureusement, Edward n'est plus en vie, comme sa famille l'avait toujours redouté. Comment avez-vous réagi? On a fondu en larmes. Le lieutenant Moran explique que leur ADN correspond à un squelette non identifié conservé au service de médecine légale du comté de Cook depuis 2008. Et ce n'est pas tout. Quand Edward était adolescent, qu'est-il arrivé à son genou? Il s'est blessé en dansant. À l'époque, on portait des chaussures à talons hauts. Edward n'avait pas l'habitude d'en porter et en dansant, il s'est déboîté la rotule. J'ai vu dans le dossier envoyé par le légiste que le squelette avait une vis au niveau du genou. Ce détail et le test ADN confirmaient qu'il s'agissait bien de mon frère. Au bout de 36 ans, Ruth? Je ne pouvais pas le croire. Mais comment Edward Baudion a-t-il trouvé la mort? Un détail concernant la découverte du corps saute aux yeux du lieutenant Moran. Il avait été retrouvé dans la forêt de Black Partridge. En 1978, c'est dans cette même zone, près de l'autoroute 55, que Jerry Jackson a dit avoir abandonné Edward après l'avoir assommé. La famille d'Edward voit ses anciens soupçons se confirmer. Jerry Jackson est responsable de la mort d'Edward. Le lieutenant Moran est parvenu à retrouver la trace de Jackson dans le Missouri, où l'homme a vécu pendant 30 ans. Nous avions prévu de nous rendre à Caruthersville dans le Missouri pour arrêter Jerry Jackson pour meurtre. Malheureusement, l'homme est mort à peine 9 mois plus tôt. Les Baudion n'obtiendront jamais justice et ne sauront jamais ce qui s'est réellement passé la nuit où Edward a été tué. Tout ce que le lieutenant Moran a en sa possession, c'est la déclaration faite par Jerry Jackson en 1978. Déclaration qu'on ne peut pas vraiment qualifier de fiable. Parfois, ce type d'individu passe aux aveux, mais tente de se justifier. Oui, j'ai commis ce crime, mais j'avais mes raisons. Dans sa déclaration, Jackson raconte que cette nuit-là, il marchait sur Lower Wacker Drive dans le centre de Chicago. Un inconnu au volant d'une voiture se serait arrêté et aurait proposé de le déposer quelque part. Ce chauffeur inconnu était, au dire de Jackson, Edward. Une fois dans la voiture, Jackson aurait été agressé par Edward. Il serait alors sorti du véhicule, mais le conducteur lui aurait couru après. C'est là que Jackson aurait frappé Edward au visage. Une seule fois, selon lui. Jackson aurait tenté de ranimer l'homme, en vain. Jackson aurait alors traîné Edward jusqu'à la voiture de Ruth avant de l'installer sur le siège passager. Jackson aurait pris peur parce que l'homme ne respirait pas et aurait roulé avec son passager sans connaissance jusqu'à un endroit isolé. D'après Jackson, la mort d'Edward serait due au coup qu'il lui aurait porté à la tête. C'est dans un coin désert au bord de l'autoroute 55 qu'il aurait sorti Edward de la voiture. Il l'aurait laissé dans la forêt avant de s'enfuir.
Je continue à me demander, et s'il n'était pas mort à ce moment-là? Et s'il avait souffert? Pourquoi ne pas l'avoir laissé là où il était tombé et être parti avec la voiture? Pourquoi avoir abandonné son corps dans la forêt au bord de l'autoroute? C'était un être humain, une personne dont il s'est débarrassé. J'ai eu le sentiment qu'il avait jeté mon frère aux ordures. Le lieutenant Moran est sceptique quant à la déclaration de Jackson en raison de ce que Ruth a découvert en récupérant sa voiture. Elle a trouvé une balle non utilisée dans la boîte à gants. Cela concorde avec les résultats de la perquisition de l'appartement de Jackson en 1978. Une arme et des balles identiques à celles trouvées par Ruth dans sa voiture ont été découvertes. Selon le lieutenant Moran, il est très possible que Jackson s'en soit servi pour braquer Edward. Ruth est d'accord pour dire que son frère n'aurait jamais fait monter un autostoppeur dans sa voiture. Edward était trop prudent pour ça. Quant à l'histoire de Jackson selon laquelle il aurait tué Edward d'un seul et unique coup de poing, si c'est vrai, on aurait dû pouvoir en retrouver des traces sur le crâne d'Edward. Son crâne pourrait également indiquer aux enquêteurs si Edward a été tué par balle. Le problème, c'est qu'il n'a pu être retrouvé en 2008. En 2014, de nouvelles recherches ont lieu. De nouveaux restes d'Edward sont retrouvés, dont 2 dents parfaitement conservées. Mais son crâne reste introuvable. De petits fragments d'os se sont désintégrés dans ma main. Je ne peux pas dire s'ils provenaient du crâne d'Edward Bodion. Le fait que ses dents aient été retrouvées dans la même zone me laisse penser que c'est une possibilité. Quelques semaines plus tard, le lieutenant Moran et le shérif Dart acceptent de conduire la sœur et le père d'Edward à l'endroit où ses restes ont été retrouvés. Son père plante alors une croix là où son fils a reposé pendant 30 ans. On m'a dit que le lieutenant Moran vous avait remis les cendres d'Edward récemment. Après toutes ces années, qu'avez-vous ressenti? J'ai une fois de plus fondu en larmes. J'ai beaucoup pleuré. N'avoir que des cendres et savoir que ce n'était qu'une partie de son corps. Le lieutenant Moran m'a dit « Votre frère fera jamais partie de cette forêt. Je sais que la poussière redevient poussière, mais... » C'est trop dur. Pardon. Aujourd'hui, Edward est à nouveau auprès des siens qui n'ont jamais cessé de le chercher et de l'aimer. Ironie du sort, sans l'appel du shérif Dart pour identifier les victimes inconnues de John Wayne Gacy, les Bodion n'auraient jamais soumis leur ADN. C'est cet élément clé qui leur a finalement permis de retrouver Edward. Si vous pouviez vous adresser aux familles qui se sentent démunies face à la disparition d'un proche, que leur diriez-vous? Je leur conseillerais de se soumettre à un test ADN. Faites-le. Cela vous ramènera peut-être celui que vous cherchez depuis tant d'années. Devon était pleine de vie. Elle a l'air toute contente sur cette photo. Elle devait avoir 7 ou 8 ans. On voit que ses yeux pétillent. Elle était très indépendante. Elle avait trouvé un boulot et pris son appartement. Elle avançait dans la bonne direction. On n'anticipe jamais ce genre de choses. Devon's family is trying to make sense of it all today. There was a prayer, candle, flowers, a card, and tears. Tous les jours, c'est la même question qui revient. Pourquoi?
Il paraît qu'il faut que je leur pardonne, qu'il faut que je lâche prise, que je leur pardonne pour ce qu'ils ont fait. J'ai encore du mal.